Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette troisième session du cours Activation photochimique. Alors aujourd'hui, donc, on aura deux temps, comme les autres fois, avec un premier cours consacré aux autres transformations photochimiques. Je vais revenir un petit peu sur ce titre. Et puis donc suivi du séminaire de Zakaria Samara du CNAM à Paris, qui va nous parler de contrôle interfacial dans des procédés photochimiques. Pour faire de la chimie verte et notamment il va nous parler de photocatalyse supportée et de réaction en flot. Alors j'avoue que ce titre initialement moi est un peu vague parce qu'on ne sait pas trop de quoi je vais parler et j'avoue que pendant très longtemps je ne savais pas non plus de quoi j'allais parler. Et il fallait faire un choix parce que le nombre de possibilités en photochimie est importante. Parce qu'on a vu, bon, on va dire dans les deux premiers cours, surtout la semaine dernière, vraiment le squelette, vraiment l'initiation importante, enfin le domaine d'irrigation principal de la photochimie avec ses photocycloadditions, ses fragmentations, et tout ça, ça a été vraiment le corps historique, mais il y a eu d'autres réactions très importantes qui, surtout, sont revisitées maintenant et donnent lieu à assez important de réactions. Et donc, on va parler notamment de complexité moléculaire via la cycloaddition arène-alkène. Alors celle-là reste relativement historique dans ses développements, vous allez le voir, au niveau des dates, mais à mon avis, il va certainement être revisité tôt ou tard. On va parler de chimie verte en nous basant sur la chimie des nitroarènes pour des oxydations principalement de double liaison et de noyaux aromatiques. Comment faire ça sélectivement et proprement. Et puis donc aussi quelque chose qui s'est imposé beaucoup dans la littérature récemment, poussé par vraiment l'idée de la découverte, la drug discovery. Donc c'est le late stage functionalization, bon, qui est bien connu par la CH avec des complexes organométalliques. Mais là donc on va avoir des réactions photochimiques et aussi notamment le concept de molecular editing où globalement très sélectivement on va changer un atome sur une molécule. Alors généralement il n'y a qu'une flèche, mais enfin il y a quelques transformations et généralement il y a une transformation photochimique. Donc commençons par la première histoire et on va partir sur les composés aromatiques et notamment le plus simple des termes qui est le benzène, magnifique molécule qui avait donné des insomnies à Kekulé quand il avait fallu écrire la délocalisation des électrons. Donc c'est une histoire qui est toujours assez intéressante de relire, mais globalement la photochimie du benzène est relativement complexe. Molécule simple, mais photochimie complexe, tout simplement parce qu'on a trois états singulés dans l'UV, voire UV très très profond, avec vous voyez des irradiations hautement énergétiques, pour donner un nombre de produits importants et complexes, les benzvalènes, le fulvène, le benzène de Dewar et d'autres intermédiaires potentiels. Et donc, cette photochimie du benzène, elle a été examinée dans différents contextes, par différents papiers, donc ça occupait les gens beaucoup dans les années 60, 70, notamment en phase gaz, à 185 nanomètres. Il semblerait que le produit principalement formé, c'est ce fulvène, et un produit acyclique, ouvert, interprété dans la revue de Christian Baucher comme étant ce diène-in, potentiellement. Donc cette revue ici reprend de façon très intéressante toute la chimie de cette N-arène réactivité. C'est aussi traité de façon très intéressante dans ce chapitre de livre. Une fois de plus, je reparle de ce livre qui est vraiment bien. Et donc, ça c'est en phase gaz. En solution, à 254 nanomètres, a priori, c'est le benzvalène qui se forme, qui en fait s'isomérise en fulvène, et le fameux benzène de Dewar, qui est une molécule qui existe, lui ne peut être obtenu que vraiment en peuplant les états singuliers S2 et S3, donc à très haute énergie. Il se trouve que si on arrive à l'isoler, il a une durée de vie qui est non négligeable et il va s'isomériser lentement et thermiquement vers le benzène. Par contre, des benzènes de Dewar vraiment isolés et caractérisés, il y en a déjà eu. Il suffit de mettre, dès que vous mettez des terbutyles sur les doubles liaisons ici, en partant d'un benzène substitué, vous allez avoir quelque chose vous pouvez former un benzène de Dewar totalement isolable.
Donc voilà, donc ça c'était relativement intéressant d'un point de vue théorique, assez peu d'un point de vue, on va dire, synthétique, mais ça a conduit les gens à examiner la photochimie du benzène, mais en présence d'un alcène. Et là, vous avez plusieurs scénarios possibles. Vous allez avoir une réactivité de cycloaddition qui peut être soit une 2+2, on va dire qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu jusqu'à présent, soit une réactivité de type 3+2, donc c'est ce qu'on appelle la cycloaddition méta, ou une cycloaddition 4+2, finalement de type, on va dire, disaldaire, qui correspond à une cycloaddition méta. Para, pardon. Alors, celle-là, je ne vais pas en parler beaucoup, tout simplement parce que, 1, elle est très rare, 2, il n'y a pas vraiment de prédiction quant à sa réactivité, 3, la plupart du temps, c'est intramoléculaire, mais ça reste quand même une chimie, une cycloaddition assez peu développée. Celle qui est particulièrement intéressante, c'est évidemment l'ortho, mais peut-être encore plus celle-là, quand vous voyez la complexité du produit final par rapport au départ. On a 2 molécules complètement planes, et là, on a créé potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 centres stérogènes, avec ce cyclopropane, vinylcyclopropane, qui est lui-même riche en réactivité. Donc vous voyez tout de suite, là, on arrive à un degré de complexité moléculaire très, très important. Au niveau du mécanisme, on va en parler un petit peu plus dans le détail. On formerait un exciplex qui correspondrait en fait à un complexe entre le benzène photoexcité ou l'alcène, mais globalement, généralement, c'est plutôt le noyau aromatique photoexcité. Et puis on évolue vers des processus biradicalaires avec une première formation de liaison carbone-carbone, et ce couple diradical ici évolue vers la cycloaddition ortho, mais il peut aussi évoluer vers la méta, comme on va le voir. Donc là aussi des revues assez intéressantes. De Thorsten Bahr, c'est sur l'application de la synthèse de produits naturels. Wender, on va voir ses contributions, a été un des gros contributeurs sur cette chimie dans les années 80-90, et Cornelis également en Hollande. Alors, comment, face à une réaction qui peut partir un petit peu, j'ai envie de dire, dans tous les sens, comment anticiper la réactivité et du moins la prévoir. Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si clair d'après la littérature. Si vous la lisez comme ça, vous allez avoir du mal à voir vraiment des guidelines pour vraiment dire là, je veux une ortho, là, je veux plutôt une méta. Mais en fait, il y a bien des choses qui ont été dites et qu'on va essayer donc de résumer. Donc, effectivement, si vous mélangez un noyau aromatique avec une oléfine, vous pouvez avoir des produits en fait, de substitution aromatique, tout simplement, ou des produits de cycloaddition. Et en fait, tout ça, ça va être très, très fortement lié à l'électronique des partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des partenaires d'une électronique extrêmement distincte, qui sont par exemple un très, très fort donneur et un très, très fort accepteur, ou inversement, vous allez évoluer rapidement vers des produits de substitution ou autres types d'addition. La cycloaddition va être en fait réservée à des partenaires avec une variation d'électronique plus modérée. Et là, juste pour, on va dire, résumer, l'ortho sera dans le cas de partenaires accepteurs et donneurs, c'est-à-dire l'un est donneur et l'autre est accepteur. Et la méta, c'est généralement, il n'y en a qu'un seul qui a une électronique relativement affirmée. Donc ça, c'est le résumé global, mais sur lequel on va revenir. Donc, comment voir ça? Donc, il y a des papiers qui ont été importants. Il y a d'abord ce premier papier là, de Gilbert et Bryce Smith qui montre que c'est la différence de ionization potential qui va guider si on fait ortho ou méta. Et donc, typiquement, si on a une différence relativement importante, on va obtenir le produit de cycloaddition ortho, sinon on obtiendra la cycloaddition méta quand la différence est relativement plus faible. Maté est parti de ce travail et lui a complètement systématisé cette approche et s'est basé plutôt sur l'équation de Rem-Wohler où il y a les potentiels des états fondamentaux des partenaires ainsi que leur énergie d'activation. Et donc, il a dit que, globalement, ce qui est important, c'est le changement d'énergie
du transfert électronique entre les deux partenaires. Donc s'il est très très favorable, c'est-à-dire s'il est négatif, alors on va d'abord évoluer vers des réactions de substitution. S'il est positif, on va plutôt évoluer vers des réactions de cycloaddition, mais vous allez voir, quand on est dans les positifs, il y a plusieurs domaines. Si on est moyennement positif, ça sera plutôt ortho. Et si on est très positif, enfin, a priori donc très défavorable, c'est plutôt méta. Donc en fait, ça va dans le même sens. Globalement, on en vient toujours à ce problème que si on a des électroniques relativement, une variation électronique relativement modérée, on va favoriser le produit méta. Donc c'est ce qui est dit ici. Si c'est négatif, substitution. Si c'est positif, ici, cycloaddition. Et là, on va voir quelques variations. Donc, j'ai pris les tableaux qu'il a donnés dans cette Tetrahedron 85, qui sont quand même assez jolis, et qui montrent typiquement que si on prend comme accepteur ici le benzène, et qu'on lui met à réagir toutes ces oléfines ici, fortement enrichies de deux groupements oxygène mésomère donneur, on va favoriser le produit ortho jusqu'à une certaine différence d'énergie où on va rentrer dans le système méta. Alors typiquement, ici, donc ça c'est relativement simple. Ce qui l'est moins ici, par exemple, c'est typiquement cette molécule, elle est fortement acceptrice, parce que là on a changé le partenaire, puisqu'on a maintenant un carbonate ici. Donc ça change l'électronique de la double, et donc on s'attendrait aussi qu'elle réagisse en ortho. Or, elle va réagir en méta. Donc il y a quand même quelques exceptions qui ne sont pas complètement expliquées, et on va voir un autre cas. Mais bon, globalement, vous êtes confiant que si vous faites réagir un aromatique pas très riche et que vous lui mettez ces oléfines, vous allez faire vraiment facilement de l'ortho. Alors, pour faire de la méta, donc là, il a également examiné différents cas avec d'autres types d'oléfines. Donc là, le benzène est encore accepteur, différents types d'oléfines enrichies. On va se retrouver dans le domaine ortho, mais pour avoir, par exemple, la méta, vous voyez, on va graduellement avoir des oléfines de moins en moins riches qui, elles, vont donner le produit méta avec une différence d'énergie qui est ici évidemment supérieure à celle-là. Et par contre, si on met des oléfines très 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 acceptrices, et ben, du coup on va se retrouver dans le cas où le benzène devient lui le donneur, et c'est donc les oléfines qui sont acceptrices, et là une fois de plus on va former le produit ortho. Donc vous voyez, c'est assez facile de faire des produits ortho. Il suffit de mettre deux partenaires, on va dire, relativement distincts. Et on voit que les régions pour les produits méta, elles, sont un petit peu plus, finalement, difficiles. Enfin, c'est des partenaires moins marqués. Et puis là, c'est avec l'acrylonitrile. Donc là, on change complètement l'aromatique. Donc on a un aromatique qui est très, très accepteur. Donc une série d'oléfines donneuses vont très bien marcher pour donner le produit ortho. Et méta, ça commence, on va dire, à partir de cette dichloroléphine qui est quand même qui est assez différente. Et là aussi, théoriquement, ces oléfines ne devraient pas être là parce qu'elles sont relativement acceptrices. L'acrylonitrile, étonnamment, réagit bien en ortho avec le cyanobenzène. Donc ça, a priori, ça ne va pas dans le sens de ce que je vous ai dit. Donc il y a quand même quelques exceptions non réellement rationalisées. Bon. D'un point de vue synthétique, comment ça se traduit? J'ai pris des exemples a priori sans trop d'ambiguïté. L'anisole ici, par exemple, peut réagir avec cet acrylonitrile, former cet adduit ortho. Alors c'est vrai que je n'ai pas mis le rendement ici, mais dans certains cas, les rendements peuvent être très bons. Ici, c'est le cas avec cet acétylène. Donc là, on a 86% de rendement sur cet hexafluorobenzène pour former ce cyclobutène. Et puis vous voyez, on peut faire réagir là aussi différents partenaires comme l'éthylène qui va réagir là aussi en ortho sur cet aromatique très très appauvri. Et donc on va obtenir, après on peut réagir une deuxième fois, mais là en thermique en fait, pour former ces produits ici tricycliques. Donc l'ortho c'est relativement facile, ce qui était intéressant c'est la méta. Alors déjà la méta, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe?
Donc, on va partir d'un aromatique ici, si on labelle, c'est de carbone, ici, ceux de la double liaison. Donc, on passe par le diradical, et donc les deux carbones ici de l'oléfine se sont engagés dans une liaison carbone-carbone ici, avec l'aromatique. On a un radical ici et un radical ici. Et donc, on va maintenant refermer, on va joindre ces deux radicaux pour former cyclopropane, et donc ça nous donne ce produit-là. Donc globalement, ici, on photoexcite l'aromatique et il réagit en 3+2. Alors il y a un degré de polarisation dans l'état de transition qui fait qu'on va plutôt mettre ici des groupements donneurs et ici on mettra, si on a le choix, des groupements accepteurs. C'est en gros ce qui est indiqué ici. Et donc ça nous donnera ici généralement des produits de cycloaddition 3+2, où ici on se retrouve avec un groupement mésomère donneur, et ici des groupements mésomère accepteurs. Donc ça c'est le principe. Donc une fois de plus, je vous dis, ça a été relativement bien traité dans le travail dans la revue de Christian Baucher et dans cette revue également. Et maintenant, un exemple. Si on irradie le benzène à 254 avec l'éthylène, on peut isoler ce composé tricyclique de façon très très majoritaire. C'est vraiment le produit majoritaire qui est formé. Bon, là, on a un hydrocarbure pur sans trop de fonctionnalisation, même s'il reste une double, et évidemment, on peut se prêter à pas mal de fonctionnalisation. Mais maintenant, si on a l'anisole, ça marche déjà. Globalement, les réactivités sont bien meilleures, et on n'obtient qu'un seul adduit, qui est celui-ci, que vous pouvez voir aussi comme ça, et qui correspond globalement à cette formation de liaison carbone-carbone que je vous ai indiqué, puis les 10 radicaux. Le radical ici s'additionne là, on forme un radical là, qui forme le cyclopropane, et donc on obtient ça, qui correspond à ça. Et ça, ce produit-là, si vous le traitez en milieu acide, va vous donner ce composé tricyclique ici, avec un très très bon rendement. Alors, je n'ai pas beaucoup mis les rendements parce que souvent les papiers sont un petit peu discrets là-dessus. Et souvent, d'ailleurs, les rendements, dans certains cas, sont vraiment pas excellents. C'est du genre de 15-20%. Donc, je pense aussi que ça explique pourquoi, probablement, qu'un nombre limité de labos ont travaillé dessus. Mais il y a des cas où parfois ça marche quand même globalement bien. Alors, celui qui a beaucoup développé cette chimie, c'est Paul Winder, qui est professeur à Stanford, qui est toujours d'ailleurs en activité, qui avait commencé sa carrière à Harvard, et c'est parmi les domaines dans lesquels il s'est fait connaître, c'est d'arriver à synthétiser beaucoup de produits naturels, et notamment des sesquiterpènes variés, dont la synthèse totale était pas vraiment développée, qui par ailleurs, dans certains cas, peuvent présenter des propriétés antitumorales assez intéressantes. Alors, il est connu aussi, pourquoi Paul Winder, un autre domaine où il a été très prolifique, il l'est toujours, c'est sur les peptides, les cell penetrating peptides. Il est très actif, comme ici, il y a eu le laboratoire, par exemple, d'Alain Prochiance, et puis d'autres labos, évidemment, en France. Mais c'est vraiment son domaine, peut-être même principal d'activité, malgré tout, encore en ce moment. Alors, donc, le principe de cette cycloaddition méta, c'est, on le voit ici, on peut former deux régioisomères. Et comme vous voyez, les rendements restent modérés, mais malgré tout, quand vous voyez le nombre de liaisons carbone-carbone qu'on a formées et le fait qu'on obtienne ce produit sous la forme d'un seul diasteréisomère, ça reste finalement relativement intéressant. On peut ensuite hydrolyser cet acétate, oxyder, former une cétone. Quand on a cette cétone, en fait, on a évidemment des énolates qui sont disponibles, donc on peut perméthyler, introduire un certain nombre de méthyl ici avec le iodométhane en conditions thermodynamiques. On ouvre le cyclopropane par un dérivé de type cuprate, donc on a une attaque ici régiosélective. On forme cet énolate qui, une fois de plus, peut être réduit par le lithium éthylamine. On a déjà vu ces conditions la semaine dernière, je crois, conditions de Polser. Et donc, dans ce cas-là, on arrive à ce modéphène, qui est un produit naturel. Donc, les autres étapes sont relativement satisfaisantes, mais malgré tout, le nombre finalement global d'étapes pour arriver au produit naturel reste quand même assez limité. Parce que si on regarde les autres synthèses,
on a quand même certainement comprimé de moitié le nombre d'étapes. Donc juste pour résumer, ce qui est aussi assez puissant, c'est de le faire par exemple en intramoléculaire, cette cycloaddition méta, qui nous permet d'arriver à 2 cycloadduits régioisomères. En fait, le site d'attaque de la double liaison sur le noyau aromatique est identique, c'est le cyclopropane qu'on va pouvoir former ici, qui va varier. Si on regarde bien, je peux former ce cyclopropane ici, mais je peux aussi faire bouger cette double et former le cyclopropane ici. Okay, donc ça peut nous donner naissance à 2 régioisomères. Et d'ailleurs, c'est le cas, si vous regardez bien, ce qui s'est passé ici aussi. Donc ces 2 régioisomères, après, le jeu, c'est en fait de cliver ces liaisons A, B, C par différentes voies chimiques. Et si on clive en A, on arrive sur la famille des hirsutènes, donc on a cassé cette liaison carbone-carbone. Le clivage B va nous donner ce composé tricyclique ici, qui est en fait le cédrène. Et le clivage C donc, nous emmène sur les isocomènes. Donc là, dans ce cas-là, c'est trikinane, ce qu'on appelle linéaire, et ici trikinane angulaire. Alors, un exemple de synthèse, j'ai pris la corioline, bon, pas forcément celle où le rendement est le meilleur, mais qui montre quand même l'efficacité. Donc, on a cette cycloaddition 3 plus 2, on forme ce composé en rendement modeste, mais de façon très stéréosélective. Comment casser, maintenant, ouvrir ce cyclopropane? On va utiliser de la chimie radicalaire. On forme un petit peu de radical thiol qui s'additionne ici. Le radical qui est ici, comme vous le savez, ça on l'a vu aussi dernière, est en alpha d'un cyclopropane, donc il va s'ouvrir très vite. Et on va casser sélectivement en fait ici cette liaison carbone-carbone et on va former ce dérivé. L'avantage d'un sulfure, c'est que ça s'élimine facilement par un traitement réducteur. Et puis ensuite, on libère cet acétal, on forme un formate. Et en 4 étapes, on arrive au produit naturel qui est la corioline. Donc vous voyez qu'elle est relativement habillée. En fait, plus ces composés-là, d'ailleurs, sont hydroxylés, plus leurs activités biologiques sont intéressantes. À noter quand même que ce sont des synthèses racémiques. Ce ne sont pas des synthèses énantiosélectives. Alors, donc, deuxième histoire. Pour aujourd'hui. Donc, juste pour en terminer quand même avec la NRN, ça reste utilisé dans des synthèses de produits naturels de nos jours. C'est vrai que comme vous voyez, on est dans l'UV quand même, et les rendements restent parfois problématiques, voire même les sélectivités. Donc, certainement, moi je pense qu'on peut anticiper quand même certainement améliorations de ce genre de réactivité prochainement. Alors, une chimie qui était finalement très très connue dans les années 50-60 et aussi par Saito dans les années 70, donc les années 50-60, Bucci, Desmaillot, toujours lui, Brown, c'est de photoexciter un nitro et en fait d'arriver à ce diradical ici, triplé, qui est un état relativement stable et qui offre des possibilités de réactivité particulièrement intéressantes puisqu'il peut faire du transfert d'hydrogène par le haut point, mais il peut aussi faire une cycloaddition puisqu'on a ce diradical qui peut s'additionner sur une double liaison. Donc, globalement, on a principalement une transition N-pi étoile. On va voir que ça, c'est, on va dire, le dogme de départ. Récemment, les choses ont un petit peu changé. Que la différence entre l'état singulier triplé dans le cas du nitrobenzène est de 17 kcal, alors qu'il est de 8 kcal pour la benzophénone. Donc ça veut dire quand même que cet état triplé, par certains côtés, il est quand même un petit peu plus difficile à faire. Il sera moins énergétique que celui de la benzophénone et généralement, il est un petit peu moins stable. Globalement aussi, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il est très fortement réactif par transfert d'hydrogène, parce que les hauts points sont très arracheurs d'hydrogène. Donc c'est quelque chose, en fait, je ne vais pratiquement pas vous montrer de transfert d'hydrogène aujourd'hui, je vous montrerai des transferts d'hydrogène probablement dans le cours numéro 6, mais on va tomber sur des substrats qui, eux, font globalement exclusivement la cycloaddition.
parce que leur électronique est particulièrement favorable pour ça. Alors, donc chimie qui a été donc découverte initialement par Buchy, mais qui globalement, UV, donc donne des mélanges un petit peu complexes, des rendements qui vont avec. Et donc l'idée, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut utiliser cette cycloaddition 3+2 d'un nitroarène photoexcité pour finalement ne plus avoir à acheter un ozonoviseur, c'est-à-dire en fait faire de l'ozonolyse relativement facilement. Parce que comme vous le savez, faire de l'ozonolyse, donc il vous faut cet appareil, il vous faut une bouteille d'oxygène, un arc électrique, vous formez l'ozone, qui est quand même un gaz relativement explosif, toxique aussi. Alors, une fois qu'il réagit avec un alcène, vous pouvez former évidemment cet adduit ici d'ozonide, principalement de malozonide, qui est relativement instable, qui se rouvre, fait une rétro 1+3, forme celui-ci, et c'est lui qui va évoluer selon les traitements, soit acides, soit réductifs, ou dépendant des agents, on va pouvoir former des aldéhydes, des cétones, des alcools et des acides. Bon, c'est quelque chose qui marche très bien, mais qui n'est pas donc sans problème. Personnellement, moi, des accidents liés à des ozonolyses dans les labos, sur toute ma carrière, j'en connais au moins déjà 2 sévères. Donc quand même, c'est quelque chose qui n'est pas anodin quand on se lance dans une ozonide. C'est surtout le traitement ici qui est particulièrement important, qu'il faut vraiment faire de façon très, très, très propre. D'où l'idée de remplacer par finalement quelque chose qui serait probablement plus doux. Cette addition, cette photo-cycloaddition thermiquement ne marche pas. Donc si on passe à l'état excité triplé, on va pouvoir avoir une addition radicalaire étape par étape. On forme un intermédiaire radicalaire triplé, biradicalaire, qui lui va pouvoir donc revenir à un état singulé qui va pouvoir utiliser la recombinaison des radicaux. Et donc, on forme un intermédiaire ici qui s'appartient, que Leonori appelle un end-up ozonide, qui lui-même a une réactivité assez riche et qu'on peut cliver pour former le dérivé carbonylé. Alors, c'est aussi une alternative à l'autre oxydation bien connue, celle de Lemieux-Johnson, bon, qu'on apprend quand on est en L2, où globalement on sait qu'on a une oléfine, on met de l'osmium et un périodate, et donc on forme par exemple, on clive et on forme 2 aldéhydes. Bon, là aussi, l'osmium, n'en parlons pas, même si les catalytiques, c'est catastrophique, et les périodates, c'est quand même... bon, là, du coup, c'est peut-être un peu trop oxydant dans certains cas. Alors, donc... un certain nombre de choses ont été connues, notamment aussi par le groupe de Saito, notamment cette addition de nitrobenzène sur cette oléfine. Il y a un RX de cette structure. Et globalement, ce qu'a fait Leonori, c'est de regarder l'habillage de l'aromatique et de voir la différence de réactivité. Et donc, ce que vous voyez ici dans cette courbe, c'est que globalement, on a la constante de Hammett. Plus elle est élevée, plus ça veut dire que notre aromatique est appauvri en électrons. Et là, globalement, c'est la cinétique de la réaction. Et donc, globalement, il y a une très bonne corrélation entre cet effet électronique et cette cinétique, puisque plus on a affaire à des nitro-aromatiques, on va dire électrons déficients, plus la réaction se fait bien. Et donc, on va avoir ce produit facilement. Donc ça, c'était quelque chose qui n'avait pas forcément complètement été mis en évidence. Et par exemple, un des réactifs qui marche très très bien, c'est celui-ci, le N1, où il prend cette oléfine ici, il prend ce nitroarène, et dans des conditions très, très simples, d'irradiation avec une diode, lumière violette, dans l'acétate d'éthyle, et donc il obtient cet adduit ici, 71%, qui peut être isolé, vous voyez, c'est très stable, en tout cas beaucoup plus stable qu'un ozonide. Et donc c'est un composé dioxazolidine, et là après, on peut, si on le remet dans de l'eau et qu'on chauffe, on va obtenir le produit de clivage. Donc globalement, c'est quelque chose qui peut être fait sur assez gros, on peut isoler les produits. Donc on voit que l'électronique des substituants est importante. Donc, oui, hop,
Voilà. Donc, il a évidemment examiné tous ces cas, regardez les rendements comparés. Il y a deux types de conditions, celle dont je viens de vous parler, l'acétate d'éthyle à basse température. Il y en a une autre qui est assez intéressante, c'est de travailler dans le diclos et de mettre un petit peu d'HFIP. Alors pourquoi mettre de HFIP? Comme vous le savez, donc le HFIP, c'est ce dérivé-là. C'est un solvant protique. Et qui favorise beaucoup le H ici à une acidité importante et donc il va s'engager dans des liaisons hydrogènes assez facilement. Et donc l'idée c'est qu'en utilisant ce HFIP, quand on a des dérivés qui ont des hétéroatomes sur le squelette, en fait globalement, prenons un substrat ici où on a par exemple un méthyléther et un petit peu plus loin on a une double liaison. L'hydrogène qui est ici est évidemment très arrachable par le haut point, par votre triplet. C'est très facile de faire le HAT ici, c'est très favorable, parce qu'on a un caractère hydridique de l'hydrogène ici, globalement, qui est assez fort. On a vraiment un delta moins dû à la donation ici. Et donc, par contre, évidemment, si on commence à faire des liaisons hydrogènes avec le solvant, cette densité électronique baisse et donc globalement on diminue le caractère hydridique au niveau de l'hydrogène ici et donc on ralentit le HAT. Donc d'où l'idée de faire ces conditions qui permettent donc de généraliser l'emploi de cette technique. Donc comme je vous ai dit, donc on forme ce dérivé ici, cet intermédiaire. Qui lui aussi en fait a été montré qu'il s'ouvre de... Alors avant d'aller à l'histoire, il y avait deux possibilités. Soit on a un chemin B où on a ce mouvement des flèches qui nous conduit au dicarbonylé et on formerait un nitrène, ce qui est une possibilité qui a toujours été quand même envisagée dans la littérature. Soit au contraire, on fait globalement la cyclo-réversion un petit peu comme dans le cas d'une ozonolyse et donc on forme cette carbonylimine, l'aldéhyde, et puis globalement, si on traite avec de l'eau, on obtiendrait donc ensuite celui-ci hydrolysé. Donc le nitrène, il y a eu des pièges à nitrène qui ont été mis dans ces réactions, il n'y a jamais eu de piégeage de dérivés nitrène, donc a priori on ne forme pas de nitrène. Je vais vous montrer comment on peut malgré tout divertir cette réaction pour aller vers un nitrène. Mais donc globalement, ça ressemble beaucoup à une ozonolyse à tout point de vue. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce code couleur où globalement, il a étudié plusieurs dérivés aromatiques, nitro, en faisant bouger l'électronique, donc quelque chose de très très électroattracteur à quelque chose de relativement neutre. Et plus c'est rouge, moins c'est sélectif. Okay, et plus c'est bleu, plus c'est sélectif. Et donc ça, c'est les substrats qui sont engagés. On a des compétitions. On a deux types d'oléfines qui sont engagés. Donc, ce que vous voyez, c'est que si vous tapez avec quelque chose de très électrophile comme le N1, globalement, lui va, comme il est très très électrophile, il va être relativement, à chaque fois, globalement, c'est lui qui est le moins sélectif. Par contre, si vous tapez avec le N8, qui lui est moins électrophile, vous allez pouvoir être très très sélectif dans beaucoup de cas. Et vous voyez que la sélectivité, ça va assez loin parce que, bon là c'est facile, vous avez deux groupements alkyles ici contre deux hydrogènes. Bon là tout le monde est relativement sélectif. Mais quand on commence à regarder quelque chose comme par exemple substitué versus mono substitué, il y en a vraiment un qui se détache, c'est le N8. Et là, par exemple, un cas vraiment compliqué, diphényl versus monophényl,
bon, il y a quand même une tendance où le moins électrophile va être le plus, sélectif. Donc si on a quelque chose qui est très très électrophile, globalement on coupe tout. Okay, et donc ça c'est les sélectivités ici entre les deux types de produits. Donc l'effet clairement électronique des substituants sur le noyau aromatique est confirmé. En fait, parallèlement aux travaux de Eleonori, il y a ce travail de Parasram qui a été développé, lui, avec ce cyano-nitroarène, donc relativement électrophile, mais un petit peu moins, et il arrive à cliver un certain nombre de doubles liaisons, notamment sur ce cyclohectène, et là aussi, dépendant du traitement, soit il peut faire le dialdéhyde, ou il peut faire aussi une hydrogénolyse et obtenir ces diols. Ce qui est intéressant ici, c'est que le rapport diastéromérique, ici, vous n'avez pas qu'un seul diastéréisomère, vous en avez un, ce qui suggère que quand vous formez votre triplet et qu'il attaque la double liaison, c'est bien une attaque radicalaire par étape qui n'est pas elle est moyennement stéréosélective, mais elle n'est pas stéréospécifique non plus. Voilà. Donc, ça, c'était une confirmation du caractère dirradicalaire. Il s'est amusé à regarder un petit peu plus près l'évolution de ces intermédiaires dioxazolidine, puisque si vous prenez ce nitro, alors ça il a fait ça en RMN photoilluminé, quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant, hein, qui permet vraiment de suivre des réactions de façon assez importante et surtout approfondie. Et globalement, donc, on obtient cet aldéhyde et cette carbonylimine qui peut réagir par une cycloaddition 3+2. Et là, avec le temps, on voit que globalement, s'il n'y a pas de traitement, on peut évoluer vers cette nitrone, voire vers cette hétérocycle à 3. Et ça, c'est toujours ces photos médiées. Et puis on peut observer même des traces de l'amide qui est relativement lent. Donc globalement, ces intermédiaires, si on les laisse quand même sous la lumière assez longtemps, peuvent réagir et donner des mélanges. Ce qui est important aussi, et contrairement à ce qui était ce qui avait été potentiellement dit dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de electron donor acceptor complexe, donc un complexe EDA, c'est-à-dire que si vous faites un spectre UV du mélange, vous n'avez pas formation d'une nouvelle espèce, vous gardez les deux espèces, il n'y a pas de formation d'un tel complexe, contrairement à ce qui avait pu être écrit. Par contre, ce qui est évident, c'est que si vous augmentez l'augmentation, en augmentant la concentration du nitroarène, on voit globalement quand même une courbe différente qui apparaît au niveau UV, et donc qui suggère qu'on a des agrégats au niveau du nitroarène. Le tempo ne gêne absolument pas ces réactions. La radicale addition du haut center dans l'alcool sur l'olefine elle est montrée par ce problème de diastérosélectivité. Et donc les deux intermédiaires ici ont été observés par RMN. Et lui aussi, il exclut la formation d'un nitrène. Alors, comment pousser un petit peu plus loin cette chimie vers des réactions qui sont, elles, encore plus challenging? C'est globalement, est-ce qu'on peut aussi faire le clivage des aromatiques? Puisque l'ozonolyse d'un tel aromatique qui est relativement connu va généralement nous donner ce produit, ce diacide, donc où tout est oxydé, puisque globalement on va aussi oxyder ici et donc former ça. Et donc, dans ce nouveau papier, donc Daniel Eleonori, là, qui est à Aix-la-Chapelle, a mis au point une façon d'utiliser l'état excité des nitroarènes en remplacement de l'ozonolyse, mais qui permet d'obtenir très sélectivement ce produit monooxydé où on n'a pas touché à la double liaison. Donc, ce qui reste quand même quelque chose synthétiquement particulièrement intéressant. Alors, il se trouve que ce papier japonais là, de Saito est très intéressant parce qu'un certain nombre de ces observations avaient déjà été faites. Mais globalement, l'apport vraiment majeur de ce papier, c'est vraiment de comprendre comment switcher cette réactivité et notamment, dans ce cas-là, de favoriser non plus que ça soit l'état triplé NP étoile qui réagisse, mais en fait un état triplé PP étoile
qui est lui beaucoup plus sélectif vis-à-vis des aromatiques que des doubles liaisons. Donc autrement dit, probablement qui est un petit peu moins diradicalaire par certains côtés et qui est aussi moins électrophile. Donc en jouant avec ça, on peut changer cette réactivité. Donc c'est relativement expliqué ici. Alors, donc ce qu'on voit ici, c'est que là aussi on fait varier l'électronique des noyaux aromatiques. Ici, on regarde le rendement de la réaction des deux produits qu'on peut former, l'ozonolyse de l'aromatique ou le clivage de la double. Et donc, on fait varier donc, les dérivés. Donc, ce que vous voyez, on va prendre les deux cas les plus marquants. Si vous prenez le N1, donc celui qui est a priori vraiment très électrophile, enfin relativement, il est très bon pour cliver cette double et il est très mauvais pour pour faire cette ozonolyse. A contrario, celui qui marche très bien pour faire ce produit, c'est le N8, ici, avec 2 méthoxys sur l'aromatique, et lui, au contraire, il donne un très mauvais rendement en produit de clivage de la double liaison. Donc, en prenant les deux extrêmes, vous arrivez déjà à discriminer votre chemin, et globalement, ceux qui sont là, bon, c'est un petit peu au milieu, entre les deux. Et donc, comment expliquer ça? Donc, c'est que... Alors, je ne sais plus ce que je montre là. Ouais, non, je ne montre pas. Mais dans le cas où on a le composé, donc le N8, ici, on se retrouve dans une configuration où globalement l'état triplé est pratiquement exclusivement pi étoile, alors que le N1 a un état triplé NP étoile. Okay. Comment ça se caractérise? Si vous voyez, si on fait une DFT, le NP étoile est principalement centré sur cet intermédiaire diradicalaire qu'on a déjà vu. Le pp étoile est quelque chose qui est beaucoup plus délocalisé. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en changeant cette électronique, on va changer l'accès à ces états triplés. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous ai dit le nitroarène, on photoexcite, on arrive assez facilement à l'état excité NP étoile. Quand vous avez des groupements mésomères donneurs sur le noyau aromatique, on va arriver à l'état triplé pp étoile. C'est lui qui est maintenant favorisé. Donc on a une inversion de la NP étoile est favorisée avec les groupements électro-attracteurs. Avec des groupements donneurs, c'est le pp étoile qui est le plus bas et qui est plus facilement accessible. Donc ensuite, bon, lui garde son caractère aromatique. Lui, avec ses délocalisations, globalement, bon, c'est une anti-aromaticité de Baird. Donc quelque chose quand même qui est relativement réactif. Et donc la réactivité, bien qu'il n'y ait pas de DA, une fois de plus, à aucun moment, c'est que globalement, on a cet exciplex qui est formé, où la délocalisation du triplet ici joue vraiment à fond sur l'aromatique. Et donc on va former cette addition qui reste quand même diradicalaire pour former cet adduit qui a pu être isolé quand il n'y a pas de double liaison. Donc on a vraiment une réactivité complètement différente, juste en jouant sur cette électronique qui donc modifie l'état triplé, sa configuration et donc sa réactivité. Ça peut se concrétiser donc par des réactivités complètement alternées, c'est-à-dire qu'ici, si vous prenez celui qui est modéré, vous allez cliver cette double liaison, mais vous ne touchez pas à celle-là, alors que si vous prenez celui qui est électrophile, c'est l'inverse, vous clivez complètement de ce côté-là. Donc il y a plusieurs exemples. Sur un système styrène, c'est pareil. On va pouvoir sélectivement oxyder celle-là sans toucher à celle-là, et inversement ici avec le N8. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment à diriger vraiment facilement la chimio et la régiosélectivité de ces process. Si on parle de cet indole, on a une double liaison qui est relativement enrichie. Ça peut être intéressant aussi de regarder ces clivages sur les indoles. Donc là, on clive, on fait proprement l'ozonolyse, on va dire classique, avec celui qui est électrophile, alors que dans celui qui est le plus donneur,
en fait, c'est le clivage de l'hétérocycle ici qui va avoir lieu, et ça quand même donne naissance à des intermédiaires qui sont intéressants. Donc voilà, donc, ces états excités des nitroarènes, j'ai envie de dire, a excité pas mal la communauté aussi dans diverses applications. Ici, on a une application du clivage des oxymes au méthylé, qui sont pas mal utilisés en fait comme groupement directeur pour des additions CH, des activations, des fonctionnalisations CH. Et généralement, étonnamment, si vous voulez cliver ça proprement sur un substrat un peu élaboré, c'est pas si simple. C'est des conditions toujours un petit peu difficiles, soit c'est HCl en chauffant ou des réactifs qui peuvent quand même, le SMI2, bon, c'est un donneur d'électrons assez fort. Bon, pas très facile à utiliser par ailleurs, chloranyle fortement oxydant, l'ozone, on l'a vu, c'est quand même, là aussi c'est un peu le bazooka. Ce qu'a montré donc, le groupe de Richmond-Sarpong, c'est qu'en utilisant là aussi ce dicyano-nitroarène, on peut cliver cet oxyme en dérivé carbonylé, ce qui est particulièrement intéressant. Alors évidemment, il y a une limitation ici, c'est que si vous avez une double liaison sur le substrat, c'est la limite. C'est votre alcène qui va réagir en premier, vous ne touchez pas votre oxyme. Mais bon, globalement, il y a aussi une étude mécanistique qui est relativement intéressante dans cet article. Alors, comme je vous ai parlé de nitrène, donc a priori on ne forme pas de nitrène, mais comment justement, finalement, promouvoir une réactivité de nitrène à un moment ou à un autre. Donc, si vous vous souvenez, on photoexcite le nitroaromatique, on obtient cet état triplé. Et quelque chose qui avait été montré dernière dans mon cours et qui est relativement classique en chimie, c'est que si vous voulez déoxygéner, une bonne façon de le faire, c'est de mettre une triphénylphosphine, puisque vous savez que la force motrice pour arriver à de l'oxyde de triphénylphosphine est hyper important. Et donc globalement, cet intermédiaire déoxygéné, si on le traite avec de la diphénylphosphine ou des phosphites, on va en fait former un intermédiaire de ce type-là qui va donner en fait l'oxyde de phosphine et le nitroso. Et puis le nitroso lui-même réagit encore une fois avec le dérivé phosphoré et on va libérer donc in situ quelque chose qui ressemble fortement à un nitrène et donc qui va permettre de former donc cet intermédiaire hautement énergétique qui va globalement lui-même s'insérer dans le noyau aromatique pour ensuite donner cet intermédiaire à cette chaînon, cette kétimine, qui est très très électrophile via ce carbone, et donc on va avoir une addition d'une amine ici dans un nucléophile en cette position. Donc globalement, on passe d'un noyau aromatique plat à quelque chose qui est déjà beaucoup moins, avec cette insertion de l'azote, et globalement, si on hydrogène, évidemment, pour former ces azépanes ou ces dérivés-là. Donc globalement, c'est un petit peu ce qui est montré ici. On part d'un nitroarène et on arrive à ces azépanes où là, il y a globalement quelque chose qui est tout plat, c'est simplement un composé 2D. Et là, évidemment, on a quelque chose azoté, 3D, beaucoup plus qui échappe au flatland. Oui, ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut effectivement, cette kétimine, on peut la piéger différemment. Donc voici un exemple ici. C'est relativement stable pour être isolé. Et ensuite, soit on fait une hydrogénation totale, soit ici, on va pouvoir activer cette position et introduire un organométallique, et puis après hydrogénation, obtenir ce dérivé sous la forme d'un sol d'ester isomère. Bon, cette insertion d'un nitrène dans le cycle aromatique était déjà connue. Il y avait des précédents dans la littérature, notamment par Fondering. Alors, donc, troisième thématique où la photochimie, notamment la photochimie sous LED, s'avère intéressante, c'est ce qu'on appelle le molecular editing. Alors, c'est un terme qui est apparu relativement récemment dans la littérature, notamment dans ce Science 2019. Il y a aussi un JMedChem récent qui reprend un peu l'histoire. Bon, il y a un certain nombre de revues là-dessus.
Et donc l'idée, c'est quoi? C'est donc c'est Campos, Coleman et tous les co-auteurs de cet article sont des industriels de Merck et d'un certain nombre de groupes pharmaceutiques. Et donc, c'est un article un peu un manifeste, et donc ils disent que l'une des idées les plus intrigantes et excitantes, ça serait de développer ce concept de molecular editing qui en fait inclut l'insertion ou l'élimination ou l'échange d'atomes sur un substrat qui est déjà très très fonctionnalisé. Donc globalement, vous avez quelque chose qui est fait en plusieurs étapes, mais vous pouvez complètement changer finalement de façon sélective un seul atome ou un groupement fonctionnel, ou dans ce cas-là aussi, on peut avoir différents types d'editing, on va revenir là-dessus. Et c'est surtout que ça pourrait vraiment accélérer fortement la découverte de médicaments. Donc on peut avoir des skeletal editing, donc globalement on change le squelette, donc ça va être soit des contractions de cycle, ça va être des expansions, mais c'est surtout aussi donc, changer un atome, changer sa position, et ainsi de suite. On peut aussi donc, faire du peripheral editing, donc qui va être globalement introduire différents groupes fonctionnels sur le pharmacophore. Et on peut aussi faire du stereochemical editing, c'est-à-dire juste changer, par exemple, un centre sur une molécule de façon très très sélective. Donc voilà, donc, l'idée c'est s'économiser quand on a un substrat. C'est pas trouver une nouvelle voie de synthèse pour juste une petite modification, c'est trouver les conditions qui favorisent la modification propre sur ce substrat et de façon sélective. Donc une autre vue intéressante là, dans Nature là-dessus, on voit ce substrat ici et ce bulldozer qui a enlevé l'atome bleu pour mettre un rouge, donc vous voyez, donc, sauf que l'image du bulldozer est peut-être suggestive de quelque chose de violent, mais en fait, généralement, c'est plutôt des conditions douces. Mais bon, globalement, c'est aussi un article intéressant qui reprend tous ces termes. Donc, on va avoir des contributions de laboratoires, parce que je me suis concentré sur quelques contributions photochimiques. Il y a d'autres types de réactivités qui ont été engagés, et surtout le nombre de travaux qui sortent est assez important, donc il fallait faire une sélection. Donc le premier, c'est une publication de Mark Levin, qui est un des gros contributeurs dans ce domaine, qui est parti en fait du constat d'une chimie qui était assez connue, là une fois de plus dans les années 60, et qui est la chimie des quinolines N-oxyde, qui, en présence d'une irradiation UV, peut vous donner un mélange de produits assez important, dont ce dérivé ici, où on a rétréci, et on a diminué la taille du cycle, et on a ce formaldéhyde, où globalement c'est un dol ici, mais potentiellement une chimie très riche, mais absolument pas sélective. On contrôle très mal les choses. Et d'une façon générale, l'idée c'est que quand on irradie cet intermédiaire, on passe par une oxaziridine qui, elle, peut évoluer selon différents modes vers ces intermédiaires et globalement donner de façon isolable ces benzoxazépines. Okay, donc ça, tout ça c'est photochimique, et là après l'idée c'est maintenant de piéger ça. Et en fait, c'est ce que va faire le travail de Mark Levin, c'est comment diriger ce genre d'intermédiaire vers des molécules assez intéressantes. Donc, dans une revue aussi de 84, là, de Albini, ce genre de photoexcitation était connu. Là, ce n'est pas sur des dérivés aromatiques, c'est sur des dérivés alkyles, mais c'est la même idée. Vous voyez qu'en partant de cette nitrone ici, on peut obtenir une contraction de cycle, former cet amide, ou au contraire avoir une extension de cycle. Donc le travail de Levin, ici, c'était de partir de ce type de dérivé et de montrer comment, à partir d'une étape photochimique et d'un nombre réduit d'étapes polaires, chimie plus classique, on pouvait obtenir finalement l'indole, on s'est débarrassé de l'aromatique, l'indole où on a gardé l'aromatique, mais du coup on a perdu le méthyle, juste échanger la position des deux substituants, et dans ce cas-là aussi, par exemple, introduire un nouvel azote ici. Donc vous voyez, c'est potentiellement relativement puissant.
Ici, les conditions sont un petit peu plus détaillées pour faire ça. On parlera après des mécanismes. En fait, l'idée, c'est de partir de ce substrat, on va l'oxyder, MCPBA va nous permettre d'introduire l'atome d'oxygène ici et de former le N-oxyde. Et puis en réarrangement acide, on va passer par en fait, cet intermédiaire-là. On va voir comment. Et lui, après, on peut libérer l'amine libre en présence d'hydrazine. Une fois qu'on est là, en fait, ce qu'avaient montré les études de Levin, c'est qu'on peut introduire un phényl assez facilement sur un aldol comme ça et faire une extension de cycle. C'est tout simplement cette diazyrine, en fait, se clive assez facilement. Ça vous donne un carbène qui fait une addition ici pour faire un cyclopropane, et ça se réarrange et ça vous donne ce produit. Et là, on peut refaire le même type de chimie. Donc, on oxyde, traitement acide, milieu basique, et donc on obtient l'indole maintenant avec le phényl ici, puisque c'est le substituant qui est là, qui reste là. Et puis une autre méthode pour introduire un azote ici que Levin avait aussi développé, c'est de passer en fait par l'hydrazine et puis ensuite en se mettant en milieu acide d'insérer cet azote dans le cycle. Donc c'est une chimie qui peut se faire à relativement grosse échelle, donc 1 gramme, donc cette transition ici à ici. Ça peut se faire en flux, et donc c'est une bonne introduction pour le séminaire de Zach tout à l'heure. Et globalement, donc, c'est pour ça aussi que ça intéresse potentiellement les industriels, parce que finalement, ce n'est pas difficile à mettre en œuvre. Donc, au niveau du mécanisme, comment ça marche? Donc, on forme ce N-oxyde. En conditions photochimiques, on a le réarrangement qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là. Donc on a une attaque du O- ici, forme cette oxaziridine, qui va se réarranger en cette benzoxazépine. Et donc on arrive ici. Et ça, en traitement acide, en fait, on va pouvoir former cet indole benzoylé qui peut ensuite, on peut cliver cette liaison carbone-azote et libérer l'indole. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme ici pour arriver à l'indole. Donc on fait un traitement acide ici. Si on marque l'oxygène, oxygène 18, on va dire à 93%, on arrive à une teneur en oxygène 18 de 66%, donc on a perdu de la teneur en oxygène 18, parce qu'en fait, il y a deux chemins concurrents. Soit on protonne l'azote, et ça conduit à cet aldéhyde ici marqué, mais du coup, quand on referme le cycle, on perd de l'eau marquée, donc a priori ça contribue plutôt à l'érosion en oxygène 18. Ou, globalement, on protonne ici, et on forme cet oxonium, et là on a une attaque de l'eau, et ça se réarrange en gardant l'oxygène 18 principalement, et puis ensuite on ferme le cycle par perte d'eau, et donc on obtient ça. Donc on a ces deux chemins concurrents, mais globalement un est plus suivi que l'autre, et c'est celui-là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, et ça c'est en discutant avec justement Mark Levin, qui met ça dans sa conférence, et donc Mark Levin, j'en ai pas parlé, mais il est à l'université de Chicago. Donc c'est un jeune professeur qui a vraiment fait des contributions très importantes dans ce domaine. Et ce qu'il met dans sa conférence, c'est ces deux specs qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le SI de l'article, et qui sont assez éloquents, c'est-à-dire que si vous voulez faire ce réarrangement avec une lampe UV classique, voilà le tube RMN avec la lampe UV, et voilà le tube RMN avec les LED. Donc vous voyez déjà que d'après la couleur, on se dit que ça va être, l'une va être plus propre que l'autre. Et maintenant, si on regarde la RMN correspondante, voilà, ça c'est la lampe UV, donc il y a du monde. Et ça c'est la LED, et vous voyez que c'est très propre parce que globalement, on a ce produit qui est très très majoritaire, qui est celui-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que retrouver les signaux de lui ici, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Donc globalement, c'est vraiment particulièrement, on voit bien que changer ces conditions-là a été déterminant.
Donc d'où l'importance de cette finalement de modification d'éclairage actuelle qui permet de revisiter toutes ces chimies et de les rendre beaucoup plus sélectives. Alors une autre travail de Mark Levin, c'est de transformer des azidobenzènes en pyridine. Donc là, globalement, on insère un azote. Et donc l'idée, c'est de former un intermédiaire ici, nitrène, qui lui va s'insérer dans le cycle, un peu comme tout à l'heure d'ailleurs, pour former le même type d'intermédiaire kétimine, qu'on va piéger par une amine spéciale. Alors NBC, on va juste, je vous dirai ce que c'est, et donc on va former la pyridine ici. Donc globalement, on part d'un azide ici pour former une pyridine. Alors, c'est toujours bien de regarder les articles, il y a toujours cet aspect vendeur, mais finalement, je me posais aussi la question de savoir est-ce que l'accès aux dérivés acides, finalement, aromatiques, est si simple que ça. Donc la façon dont il est fait, finalement, c'est relativement classique, hein, malgré tout, c'est comme de type diazonium par certains côtés, hein. Donc ça marche relativement bien. Diazonium Sandmeyer. Et puis, ou l'autre, c'est un couplage au cuivre qui lui permet quand même d'avoir l'accès à pas mal de dérivés azido-arène facilement. Donc ça n'a pas l'air d'être vraiment un problème. L'autre point qui est très intéressant, c'est qu'on peut former deux kétimines ici. On peut former ces deux dérivés ici qui résultent de l'addition sur ces deux kétimines, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on n'obtient bien qu'une seule pyridine. Donc, c'est un bon exercice que vous pouvez reprendre, c'est comment, en partant de là, on arrive bien ici. Alors, on va avoir un petit peu plus de détails sur cette étape. Donc, l'étape clé, c'est celle-là. C'est l'amine qu'il ajoute, en fait, c'est celle-là. Et donc, si on part de cet intermédiaire-là, mais on pourrait partir de l'autre, et ça reviendrait au même, il va arriver à ce dérivé-là bicyclique. Alors, il avait essayé, l'idée c'est d'utiliser quelque chose qui est un donneur de Br+, pour favoriser cette cyclisation. Si on prend du NBS, il a une réaction qui est complètement autre de ce qu'il voulait, puisque globalement ce qu'il veut, c'est fermer ce cycle. Et en fait, le succinimide s'additionne dans cette position-là, et ça, globalement, ça ne donne pas du tout ce qu'il faut. Et il utilise ce caprolactam bromé, donc quelque chose qui est très très peu utilisé, mais qui est beaucoup moins réactif, qui est beaucoup plus sélectif et qui va permettre de former sélectivement donc, un carbocation ici pour être piégé par cette hydroxy. Et là, ce qui était intéressant, c'est de savoir que dans la littérature, il y avait quelques éléments qui suggéraient que si on chauffe un dérivé comme ça, il va expulser le carbène correspondant. Donc on expulse le carbène correspondant et donc on ferme le cycle. Et ce carbène a pu être observé parce que globalement il est oxydé. Puisque comme vous le savez, les carbènes peuvent être facilement oxydés ici pour former donc cette... c'est pas une urée, c'est l'équivalent d'un carbamate cyclique. Voilà. Et donc où ça devient intéressant, c'est de partir par exemple de cette... Nord-testostérone, 182 € par gramme. Si vous voulez remplacer ici, avoir une pyridine ici, il vous faudra 11 étapes avec un rendement global de moins de 1%. Et donc c'est une molécule qui avait été examinée par Glaxo dans le passé. Alors que si vous partez de l'estrone ici, en 10% global, que 3 étapes, vous pouvez introduire la pyridine. Donc, et donc ça, c'est un point de départ qui est aussi beaucoup moins cher. Donc, d'où l'idée d'accélérer la découverte de drogues, parce qu'on peut partir de substrates, donc, comme ce stéroïde très fonctionnalisé, transformer un phénol en pyridine en très peu d'étapes. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup montré les applications sur les médicaments, mais ces articles en donnent pas mal. Et autre type de skeletal editing, c'est de changer les squelettes, par exemple en enlevant complètement un atome, et ici c'est une approche par Serpong, pour transformer des bicyclo-1,1,1-pentanes, donc pour obtenir ces dérivés-là, donc les bicyclo-1,1,1-pentanes, à partir de ces dérivés-là.
et donc de trouver une voie de synthèse qui permette, un protocole qui permette d'éliminer l'azote. Donc, pour faire ça, il faut remonter un petit peu en amont. Comment faire ce dérivé-là? Il va développer en fait une réaction de 2+2 intramoléculaire, comme on a vu la semaine dernière. Et donc, les précurseurs eux-mêmes viennent d'une réaction de condensation de ce type de dérivé avec une amine. Donc, au niveau synthèse, ça se traduit comment? On part d'un dérivé avec ce groupement acétyl. On forme ces énamines. On les irradie en présence d'un photocatalyseur. Globalement, on obtient le dérivé qui est ici, après clivage du groupement TFA. Et une fois qu'on est là, on va utiliser ce substrat-là, qui est ce qu'on appelle un amide anomérique. Donc, je vais revenir sur ces dérivés-là. Mais si on utilise ce dérivé-là en présence de cet amide anomérique, on obtient l'extrusion du groupement azote. Alors, la photochimie, ici, elle est relativement en amont, puisque c'est la 2+2 photocatalysée, qu'on peut faire soit avec une tioxantone, avec une lampe mercure, qui marche quand même pas mal, ou avec un photocatalyseur à 450 nanomètres, avec cet iridium. Là, ça marche encore mieux. Dans ce cas-là, en fait, on va dire les conditions relativement classiques de photochimie, malgré tout, sont assez satisfaisantes. Mais dans certains cas, il y a des exemples où ça marche mieux et il vaut mieux passer par la photocatalyse. Bon, là aussi, le photocatalyseur qu'on utilise va être important. Donc, comment ça marche ces amides anomériques? En fait, il y a une revue très intéressante là, de 98 par Glover qui dit qu'en fait, ce sont des molécules où on a généralement un carbone, par exemple, qui va être introduit, où il va y avoir 2 hétéroatomes ici. Et donc, globalement, on va favoriser les conformations où on va avoir des recouvrements orbitalaires conjuguant entre l'hétéroatome et une sigma étoile du carbone ici. Alors, ça, c'est dans le cas d'un carbone, mais en fait, ça peut s'étendre. Ce principe peut s'étendre ici si vous avez un azote. Donc, typiquement ici, dans le cas de ces amides, on a globalement 2 hétéroatomes, et donc on va avoir un effet anomérique de celui-ci et de celui-ci qui va donner une réactivité très particulière à ces systèmes. Et notamment, dès qu'on les chauffe, en fait, ils donnent assez facilement un intermédiaire de ce type-là qui va perdre de l'azote et un intermédiaire nitrène et qui va en fait subir une scission homolytique pour les 2 radicaux et donc conduire au couplage des 2 substituants ici. Donc c'est vraiment ce type d'hyperconjugaison, enfin de stabilisation de type anomérique qui conduit à cette réactivité très particulière. Donc c'est utile. Si vous avez un dérivé donc, azoté ici, en les traitant donc, par ces amides anomériques, on peut obtenir ces produits ici où on a enlevé l'azote. Donc c'est quelque chose qui a été repris dans la littérature sur d'autres systèmes, mais qui reste particulièrement, finalement, j'ai envie de dire, excitant d'un point de vue possibilité. Et puis un autre exemple sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi transformer une piperidine en cyclopentylamine, par exemple ici. Donc ça, c'est des travaux de Richmond Serpent qui est à Berkeley. De façon relativement simple, par les radiations avec le LED bleu. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est quelque chose où on va en fait d'abord partir d'une piperidine, on va introduire un groupement acyle ici, en fait on va utiliser la catalyse photoredox, et une fois qu'on irradie, on va pouvoir faire cette contraction de cycle avec excision de l'azote. Donc globalement, ce qui était intéressant, il y a une étude dans ces articles ici, dans ce JAX 2024, il y a une étude mécanistique relativement importante. En fait, on va avoir une réaction de type, ça fait penser globalement un peu une type Norrish, parce qu'on va exciter ce carbonyle, mais on va avoir un transfert monoélectronique de l'azote ici vers ce carbonyle.
et ensuite une fragmentation. Donc je crois que c'est marqué ici. Voilà. Donc globalement, ça c'est le dérivé. On forme ça, on parle de la piperidine ici, en présence d'un chlorure d'acide. On forme cette piperidine avec ce groupement acétyl dans des conditions de catalyse photoredox, quelque chose qui marche assez bien. Donc en fait, c'est comme si on faisait une activation CH ici, et on oxyde cet azote. Et une fois qu'on a ce dérivé-là, on l'irradie à 400 nanomètres. On excite le carbonyle avec, dans ce cas-là, l'azote ici. D'ailleurs, excusez-moi, c'est l'inverse. On excite l'azote qui va en fait. On excite les deux et on va avoir un transfert monoélectronique de l'azote c'est ce qu'on voit ici en fait, et on a un transfert monoélectronique ici sur le carbonyle excité. Donc c'est le carbonyle qui est excité, et un transfert monoélectronique sur ce carbonyle. Et puis ensuite on a un transfert de protons pour conduire à ce dérivé-là. L'autre possibilité, c'est qu'en fait ce carbonyle photoexcité faisait un transfert d'hydrogène à 5 et une NORICH 2, de type NORICH 2, pour conduire cet intermédiaire radicalaire, mais bon, toutes leurs études semblent correspondre au fait qu'on a ce transfert monoélectronique de l'amine sur le carbonyle photoexcité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, j'avais posé la question, à aucun moment on fait de la norichiane, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, ce diradical-là ne se ferme pas pour former un cycle à 4. On a globalement cette fragmentation qui est très très favorable. Et en fait, une fois qu'on a formé cet intermédiaire, il se referme par une réaction de Malik. Donc voilà ce principe-là d'editing. Et j'avoue que juste hier soir, je regardais ça. Donc ça va vite. Donc sorti très récemment, ce JAX 2025. Même type de chimie, mais maintenant une version énantiosélective, parce qu'une fois qu'on a cet intermédiaire qui vient donc qu'on a ici, vous voyez, globalement, si on a un acide phosphorique énantio pur, globalement, on peut maintenant avoir l'énantiosélectivité ici pour former ces composés, puisqu'on a un très bon contrôle, un très bon diastérocontrôle, mais aussi on peut avoir un énantiocontrôle en mettant des acides phosphoriques chiro. Donc c'est une chimie qui est quand même très très puissante, là on part de quelque chose de racémique, et donc on arrive à un seul énantiomère de quelque chose, un squelette complètement différent. Donc on voit bien que les possibilités sont importantes. Voilà, donc c'est donc les trois histoires pour aujourd'hui qui, dans le cas des deux dernières, ont certainement voir encore pas mal de développement, et celle-là encore probablement peut-être encore plus. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des questions ?